Bonjour, je suis Jacques Derflinger, je fais partie de la direction recherche d'Airbus Hélicoptère et je m'occupe de programmes recherche, de monter des programmes recherche. Je n'exécute pas des programmes recherche, on fait les montages, on s'occupe de la stratégie recherche dans la maison et ensuite de la partie contractualisation et du suivi d'exécution. Alors, j'ai juste rappelé dans les premières planches ce qui était à l'agenda et je vais vous parler effectivement de technologie, mais aussi de processus pour gérer la recherche dans la maison. Alors, on a première planche sur les objectifs, comment on décline les objectifs société globaux sur la R&T. Donc R&T, c'est recherche et technologie. C'est ce qui s'arrête à des niveaux de maturité à TRL6. J'ai une planche pour rappeler l'échelle de TRL. Ensuite, le découpage en domaines. La R&T, c'est différents domaines. Les critères de sélection. Comment on choisit, comment on décide qu'un programme de recherche doit être lancé et financé. Ensuite, quelques exemples issus du programme Hélicoptère du futur, qui est le programme dont je m'occupe personnellement, et aussi quelques autres technologies qui sont en dehors de ce programme, qui sont des technologies importantes pour le futur. Et enfin, on terminera avec le H160, donc la machine qui est en cours de développement aujourd'hui et qui est une première, je dirais, illustration de ce qu'on pourrait appeler l'hélicoptère du futur. Alors, déclinaison des objectifs. Au niveau société, trois objectifs principaux. Bien sûr, la satisfaction client. Et donc, ça veut dire d'orienter la recherche vers cette satisfaction client et aussi vers les attentes du marché. Ce qui n'est pas quelque chose de complètement évident parce que le marché n'attend pas forcément des innovations très, très, très précises. On parlait tout à l'heure de haute vitesse. On va voir qu'on travaille effectivement sur la haute vitesse, on a travaillé en continu, mais le besoin du marché n'est pas forcément complètement évident à identifier. Ensuite, bien sûr, l'aspect sécurité. Sécurité est au centre des préoccupations d'un constructeur, et donc il faut qu'on continue à développer des technologies qui améliorent la sécurité des vols. Le niveau actuel doit être amélioré, et donc il y a un certain nombre d'activités dans ce domaine. Compétitivité, c'est pas dans l'ordre de priorité. Compétitivité, bien entendu, pour tout industriel, le fait de sortir des produits compétitifs est extrêmement important. Donc la recherche doit contribuer à ça. Il y a les trois aspects classiques sur les aspects coûts, les coûts récurrents, RC, Recurrent Cost, les coûts non récurrents, et les coûts d'opération. Et les opérateurs qui sont présents ici le savent bien, il faut que les coûts de possession d'une machine et d'exploitation soient les plus faibles possibles. Donc on s'attache aussi à travailler là-dessus. Ensuite, la déclinaison des programmes de recherche et des objectifs dans le temps, c'est un point important. La recherche était généralement plutôt ciblée sur du moyen et du long terme. Aujourd'hui, on considère qu'il est nécessaire que la recherche amène aussi des solutions court terme, c'est-à-dire à des horizons de 1 an, 18 mois, pour résoudre d'abord des problèmes de la flotte en service, bien entendu, mais aussi pour améliorer la compétitivité, faire du redesign de composants qui peuvent poser problème. Ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont traités, je dirais, sur des cycles plus courts que les aspects moyen terme. Donc moyen terme, c'est les produits en développement. Typiquement, le H160 est une illustration, on le verra à la fin. Et puis donc d'autres produits qui sont en cours de développement. Je ne rentrerai pas bien sûr dans le détail sur ces produits. Et puis ensuite, le long terme, typiquement, c'est des technologies de rupture. Donc là, on est plutôt sur des cycles qui sont typiquement au-delà de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire plus. Et on verra quelques exemples de ces recherches. Alors, désolé, j'ai récupéré des planches qui existaient, certaines sont en anglais. Donc ça, c'est
c'est une planche qui montre les éléments sur lesquels qu'il faut analyser avant de sélectionner un programme recherche et de le lancer. Bien sûr, le premier point, l'aspect impact économique. Est-ce que la technologie qu'on regarde est une technologie qui va avoir un impact sur le DMC, sur le DOC, ou pas, et sur le prix global ensuite de la machine. Ensuite, il y a les aspects mission, donc là on est plutôt sur des aspects, je dirais, soit militaires, mais pas que, il y a aussi des problématiques de mission civile. Et la payload, donc la charge, ça aussi c'est important. Quand on arrive à augmenter la masse décollable, on peut arriver à avoir un passager de plus, typiquement, c'est important. Ensuite, on arrive sur les aspects opérationnels. Donc la disponibilité, les problèmes de disponibilité qui ont été mentionnés tout à l'heure sur le Tigre, c'est important d'avoir des machines qui ont un bon niveau de disponibilité. Et nos machines récentes, notamment le 175, ont aujourd'hui, on a un retour des clients qui sont très, très satisfaits du niveau de disponibilité initiale d'une machine qui vient d'être mise en service. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille en amont. Fiabilité, bien sûr, c'est lié. Disponibilité, fiabilité, c'est deux aspects qui sont liés. Ensuite, on a les problématiques de maintenance. Donc ça, c'est le portefeuille dont j'ai la responsabilité. La maintenance a typiquement des impacts sur les coûts. Les coûts, mais aussi sur la disponibilité des flottes. Donc on travaille pas mal, et on aura quelques exemples dans la présentation, sur des technologies qui permettent d'alléger la maintenance ou de la faciliter. Formation, bien entendu, c'est un point important. Aujourd'hui, la formation, notamment la formation des mainteneurs, nécessite de déplacer les gens sur nos sites, et ça, c'est de la non-disponibilité, effectivement. Donc on essaye de travailler sur des logiques de formation qui puissent être faites à distance et qui permettent effectivement d'éviter de déplacer les gens et donc d'avoir des problèmes de disponibilité associés. La sécurité, bon, j'en ai parlé, c'est un élément central. Les aspects synergie, alors ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les concepts de famille, c'est-à-dire le fait qu'on ne particularise pas une machine par rapport aux autres machines. Le concept Airbus avion a bien montré les avantages d'avoir effectivement des concepts de famille entre différentes machines. Ça simplifie la formation, et donc ça a effectivement un impact important pour les clients. Alors, les domaines. Je ne vais pas rentrer dans tous les domaines, mais c'est un premier découpage. Vous voyez que la sécurité est au centre. C'est une préoccupation centrale, quels que soient les domaines. Donc, compétitivité, on en a parlé. L'aspect perception de la situation. L'hélicoptère est typiquement une machine volante dans laquelle la compréhension d'où est la machine et que le pilote sache exactement dans quel environnement il se trouve est quelque chose d'extrêmement important. On a un certain nombre d'accidents qui sont liés à des câbles, à des lignes haute tension. Donc on cherche à trouver des systèmes, à développer des systèmes qui permettent effectivement d'augmenter la perception de la situation par l'équipage, de lui amener des informations qui permettent d'améliorer cette perception. On a parlé des aspects confort et vibration. Bien entendu, c'est l'hélicoptère d'une machine qui vibre par nature, et donc on cherche à développer des technologies pour réduire effectivement les niveaux de vibration, à la fois pour le confort, mais aussi pour limiter les impacts sur la maintenance, parce que vibration veut dire aussi usure d'un certain nombre d'éléments, notamment les ensembles dynamiques. L'aspect résilience, ça c'est tout ce qui est environnement. Donc là-dedans, il y a des problématiques de type matériaux, REACH, remplacement de matériaux qui sont interdits,
mais aussi les objectifs à carré sur le CO2, et aussi sur les aspects militaires, des aspects tenus au crash, enfin pas que militaires, hein, tenus au crash, donc avoir des structures qui résistent mieux, et l'exemple du Tigre tout à l'heure montre bien l'importance de ce point-là. L'aspect continuité de service. Donc là, on est sur des problématiques de type maintenance et encore une fois, l'idée, et on en parlera dans une planche plus loin, c'est de simplifier la maintenance. Dernier point, des concepts nouveaux. Donc là, on a la haute vitesse, hein, premier point. On a les aspects OPV, Optional Piloted Vehicle, c'est-à-dire de l'autonomie, hein, essentiellement, de pouvoir avoir une machine qui s'opère éventuellement sans pilote, et on a un programme là-dessus, et ou avec un membre d'équipage réduit. L'hybridation est aussi un sujet important, c'est-à-dire de l'apport d'énergie électrique, et on en parlera un peu plus loin. Alors, on va passer aux aspects processus de sélection. Alors comment fait-on, c'est un des points qui était mentionné, comment fait-on pour sélectionner des thématiques recherche et ensuite pour les financer. Alors, le premier point, alors dans le passé, c'était quelque chose qui était très technologique, c'est-à-dire que les ingénieurs de bureau d'études venaient avec une proposition, avec une idée d'innovation technologique. On regardait si cette innovation était intéressante, où elle pouvait s'appliquer, et en fonction de ça, on lançait le programme. Et ensuite, le passage du résultat de la recherche au produit était, je dirais, un peu aléatoire de temps en temps. Donc pour modifier et pour optimiser, je dirais, le transfert de résultats de recherche dans les produits, on a mis un accent depuis quelques années maintenant important sur une analyse amont des propositions de programmes de projets recherche, et on regarde exactement et relativement en détail à quel besoin opérationnel ça répond, opérationnel ou industriel, le cas échéant. Donc les planches que j'ai passé précédemment montre les critères, typiquement. Est-ce qu'on est dans tel domaine, quels sont les objectifs de gains qui sont visés, quels sont les coûts associés de la technologie en termes de coûts récurrents et de coûts non récurrents, l'impact, enfin, tous les points qui ont été mentionnés dans les planches précédentes. Ensuite, bien sûr, il y a le fait qu'on ait un client interne. C'est-à-dire que lancer un programme technologique sans qu'il y ait un client interne, c'est-à-dire un programme typiquement, un directeur de programme qui dit « ce point-là, je considère que c'est une vraie valeur ajoutée sur un de mes futurs programmes », si on n'a pas un client interne, on dit on ne lance pas, dans la quasi-généralité des cas, on ne lance pas un programme de recherche sans avoir un client interne. Ensuite, il y a bien sûr, est-ce que ça répond, est-ce que le niveau de risque par rapport à cette technologie est raisonnable? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va mettre, je ne sais pas moi, 15 ans à être mature? Est-ce que ça répond réellement aux besoins qui est exprimé? Il faut répondre à cette question. Ensuite, on arrive sur les aspects ressources. Proposer quelque chose qui répond aux critères qui viennent d'être mentionnés, ça ne veut pas dire qu'on a les ressources disponibles pour travailler sur le sujet. Donc, avoir les ingénieurs qui sont capables d'exécuter effectivement cette proposition, c'est un élément clé. Parce que si les ressources ne sont pas disponibles, et comme notre recherche, elle est majoritairement, quasi exclusivement faite avec des ressources internes, on a besoin d'avoir une garantie de disponibilité de ressources. Et puis ensuite, le financement, bien sûr, parce que la recherche, ça coûte de l'argent, c'est de l'investissement de la société. On regarde si les modes de financement internes, bien sûr d'abord, mais aussi externes, sont disponibles, sont possibles. Et si on répond effectivement positivement à l'ensemble de ces critères,
on décide effectivement de lancer, et donc c'est une revue formalisée avec un compte-rendu, des décisions, de manière à lancer des choses en connaissance de cause. Alors, les niveaux de maturité, je vais pas vous décliner tout, hein. Je pense que pas mal de gens dans cette salle connaissent les niveaux de TRL. Donc, c'est une échelle américaine qui est utilisée. Et donc, on regarde un certain nombre de critères. On a des critères et des templates, hein, en anglais, qui définissent exactement ce à quoi il faut répondre pour passer à un niveau de TRL. Donc il y a les aspects performance, donc l'aspect technique, la maturité industrielle, mais aussi la maturité du soutien. C'est-à-dire que quand on arrive à un niveau de TRL6, qui est le niveau de fin de recherche, il faut que la technologie puisse être développée derrière, hein, c'est-à-dire que le niveau de risque associé soit maîtrisé. Hein, c'est ça l'idée. Donc on a de 1 à 3, généralement, c'est la recherche fondamentale. C'est plutôt les partenaires académiques avec qui on travaille qui font ce niveau de recherche. Donc, c'est typiquement l'ONERA, le centre de recherche commun Airbus Group Innovations ou d'autres, ou des universités. Ensuite, on passe à la recherche qui est celle qu'on fait nous en interne, avec des partenaires, bien sûr, qui est en gros de 4 à 6, d'accord ? Et puis ensuite, il y a le développement, c'est-à-dire le passage à un produit futur. Alors, on va passer maintenant à l'hélicoptère du futur, à quelques exemples de l'hélicoptère du futur. Donc, ce programme a été lancé, financé et soutenu par l'État, en l'occurrence le Commissariat général à l'investissement et la DGAC, qui est le financeur officiel de ce programme. Ça a été lancé en 2001, signature au Salon du Bourget, et entre les sociétés à l'époque, c'était pas Airbus Group, c'était EADS, Safran, Thales et Daher. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris quelques exemples, c'est un programme assez important et je voulais prendre quelques exemples pour montrer ce qu'on regarde dans ce programme. Alors ce programme a vocation initialement à servir majoritairement le développement du H160 qui à l'époque s'appelait X4 et en fait au fur et à mesure un certain nombre de technologies ont été appliquées par le X4 et on le verra. Donc le H160, et d'autres concernent la flotte en service ou d'autres machines de la gamme. Donc là, technologie de cockpit, donc on est un peu dans le domaine de Thales. J'espère qu'on ne va pas trop avoir de recouvrement sur nos planches. Alors, vous voyez en bas, ça c'est une planche, une comparaison de cockpit. Tout à l'heure, on a vu des cockpits plus anciens. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est du glass cockpit traditionnel, mais vous voyez bien que la vision extérieure est quand même pas encore suffisamment dégagée pour permettre effectivement aux pilotes de bien voir. Donc, ce qu'on vise dans ce programme, c'est d'augmenter encore la visibilité vers l'extérieur en utilisant des concepts d'architecture de cockpit avec moins d'écran, si possible, et moins d'équipement. Alors vous voyez sur la planche de droite, vous voyez 2 écrans, donc qui sont des écrans plats, bien sûr, et qui peuvent être bougés. Donc c'est plus des écrans qui sont fixés et rigides dans le cockpit, qui permettent donc d'adapter la vision vers l'extérieur. Et au centre, vous avez effectivement ce qu'on appelle une console centrale interactive, et là c'est l'introduction du tactile dans l'aéronautique. Ça pose un certain nombre de problèmes, notamment parce que déjà sur une tablette, on se rend compte de temps en temps que c'est pas évident tout de suite d'avoir l'action qu'on veut prendre. Dans une machine qui vibre, ça pose encore d'autres problèmes. Donc il y a pas mal de travail qui a été fait, qui continue d'être fait avec nos collègues de Thales là-dessus. Alors, ce qu'on traite là-dedans, c'est à la fois des visualisations dites tête basse,
tête basse, c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire des écrans typiquement classiques et aussi des visualisations tête haute. Alors, ce qu'on appelle tête haute, c'est le pilote n'a pas besoin de baisser la tête pour voir l'information. Donc, typiquement, c'est des projections pare-brise, c'est des dispositifs, des casques, mais en civil, c'est pas tellement adapté. Des lunettes avec de la projection d'informations de pilotage. Les têtes hautes, aujourd'hui, les techno-têtes hautes sont quand même assez peu matures encore, parce que c'est des technologies qui sont encore réellement dans le domaine de la recherche, même si en automobile, on voit aujourd'hui des HUD, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes problématiques en aéronautique et en automobile. Voilà pour la partie cockpit. Oui, 5 minutes. Bon, marche comprise. Bon, donc je vais accélérer. Commande de vol électrique. Bon, le NH90 a des commandes de vol électrique. C'est une machine militaire. Les coûts sont absolument pas compatibles d'une machine civile. Donc là, on cherche à définir un système qui est compatible de contraintes économiques civiles. Je ne rentre pas dans le détail. Perception de la situation, on en a parlé. 2 exemples. La mesure de basse vitesse, qui est un élément important pour l'hélicoptère. Et là, on évalue des technologies qui permettent effectivement de mesurer en dessous de 40 nœuds, typiquement. Détection d'obstacles, même problématique que ce qu'on a adressé tout à l'heure. Trouver des systèmes qui permettent de détecter typiquement des câbles. Sur les ensembles dynamiques et le rotor, on travaille sur des systèmes qui réduisent les vibrations, donc des suspensions actives, sur des problématiques de lubrification après perte, enfin de tenue en vol, de capacité de vol après perte de lubrification, puisque c'est un élément clé pour la sécurité, de réduction de masse sur les carters, d'hybridation électrique. Je ne rentre pas dans le détail, mais on fait voler aujourd'hui des systèmes avec de l'énergie électrique qui est apportée, et bien sûr des nouvelles profils de pales. Vous avez un exemple là sur les pales Blue Edge qui ont été développées avec le NERA il y a quelques années. Maintenance, donc ça c'est un point important. Les points clés sur la maintenance, c'est 1. Capturer les informations des flottes en service, c'est-à-dire comprendre comment les machines sont opérées et avoir accès aux informations associées. Donc on a mis en place un programme qui permet de récupérer les données de vol et d'analyser effectivement ces données pour ensuite être capable de faire de la prévision de maintenance ou de la maintenance suivant état. On travaille aussi sur de l'endommagement suivant utilisation, c'est-à-dire de détection de phase de vol et d'endo associés. Et enfin, aussi sur les technos RFID pour avoir des étiquettes actives permettant d'avoir de l'information qui est aujourd'hui papier et qui demain peut être dans un tag et qui permet effectivement de digitaliser les traitements associés. Haute technologie, donc là on sort de l'hélicoptère du futur, ça c'est la motorisation dite HCE, donc diesel, avec donc c'est un programme européen. L'objectif c'est clairement réduction de consommation, augmentation des coûts d'exploitation et des missions plus longues. OPV, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une manip qui a été faite, un projet qui a été fait par les collègues allemands de mise en vol d'une machine sans pilote. Ça a été fait à Istres, ça a volé à Istres en 2013. Ensuite, la haute vitesse. Juste pour vous dire que vous connaissez le programme X-Cube, vous avez vu ça. C'était un démonstrateur. On est maintenant dans une deuxième phase qui consiste toujours dans un programme européen, enfin pas toujours, c'est un programme européen, Clean Sky 2, où on veut mettre au point, effectivement, préparer un futur produit haute vitesse, donc toujours avec des hélices d'un côté et une techno hélico rotor classique. Alors, on arrive au bout. Donc le H160 est une machine, vous voyez là la maquette qui a été présentée à l'HAI il y a quelques temps,
Donc ça, c'est réellement une maquette, et vous avez un certain nombre d'innovations issues de la recherche qui seront à bord de cette machine. Cette machine est en cours de développement aujourd'hui, et je rentre pas là dans les détails. Vous avez ici un peu plus de détails sur ces innovations, donc les fameuses pales, hein, avec un premier bénéfice qui est la réduction de bruit en approche. C'est une machine composite, tout en composite, avec un train électrique, des moteurs développés par Turbomeca qui sont aussi soutenus dans le cadre de l'hélicoptère du futur côté Turbomeca, un fenestron incliné, c'est une première dans la maison, et un stabilisateur arrière biplan qui a été effectivement testé sur une machine de servitude avant d'être sélectionné sur l'H160.